pour ceux qui suivent la daily, hein, pas de grandes découvertes, toujours dans la contraction de prix, et là consécutivement à la bougie de mi-novembre quand il y avait eu FTX. On est autour de 767 milliards. Pour vous donner un peu de perspective, le marché US, et je ne sais pas si c'est que le Stoxx ou... Enfin, je ne sais pas exactement ce que ça englobe, mais au moins le Stoxx, voire un peu plus, ça a perdu en 2022 18 000 milliards qui se sont pas vraiment évaporés, mais qui sont repartis en dollars ou en divers autres placements, notamment les bonds d'État, où on avait des trucs qui étaient assez, on va dire, safe d'un point de vue de l'investissement, tout en rapportant des rendements qui étaient tout à fait conséquents par rapport à d'habitude. Donc, on a eu pas mal de cash qui se sont évaporés des marchés. Donc, quand on parle de nos 700 milliards, 18 000 milliards, ça paraît complètement lointain. Et pour autant, si un jour on a ne serait-ce que ce palier qui vient à sauter des 3 000 milliards de capitalisation qu'on avait touché en novembre 2021, donc ça fait 1 an et 2 mois désormais, eh bien, on pourrait se projeter par la suite sur 4 000, 5 000 et Dieu sait jusqu'où on pourrait aller au niveau d'un prochain bull run. Comme je l'avais esquissé il y a quelques jours dans, là aussi, toujours les émissions, je pense que ça sera assez dur, notamment au vu de la dominance qui a baissé au travers du temps, de voir un Bitcoin déjà au-delà de ces 70 000 de l'ATH du dernier cycle. Mais même les 100 000 et tout ça, ça me paraît au fil du temps, plus on avancera dans le temps, de plus en plus complexe en fait sur chaque cycle qui vont venir s'empiler derrière, d'avoir un Bitcoin qui performera tout court. Donc déjà ça, je ne sais pas ce que vous en pensez les gars. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on va avoir effectivement peut-être Ether qui viendra challenger cette deuxième place. Ça ne voudra pas dire que Bitcoin est moins attrayant, moins attractif et qu'il ne continue pas de fonctionner exactement comme il a fonctionné depuis plus de 10 ans. Ça veut juste dire qu'en termes de capitalisation, peut-être que les investisseurs privilégieront un truc un peu plus dynamique comme Ether ou d'autres. Hein. Peut-être qu'on dit Ether et qu'on se trompe tous et que demain, ça sera Ada Cardano qui sera premier au market cap. Voilà. Hein. On peut avoir des surprises. Tu veux bien commencer l'année avec moi, c'est ça? Là, Bah je t'ai écoute, chauffé un peu. là, tu m'as chauffé là. Bon, les amis, il y a des bonnes résolutions, c'est la nouvelle année. Je ne suis pas là pour faire le maximaliste. Vous connaissez mes positions. Ma thèse personnelle, c'est pas de dire Bitcoin va à zéro, ce serait ridicule et ça aura toujours de la valeur et de toute façon, dans 10 minutes à peu près, il y aura un nouveau bloc sur Bitcoin. Ça, tout le monde est d'accord avec ça et sinon, il faut avoir un petit peu une case en moins, je pense. Par contre, ma thèse de Ethereum maximaliste, entre guillemets, c'est que la dominance de Bitcoin, elle diminue au fil du temps. Et en fait, c'est quelque chose que je vous ai dit tout au long des 2 dernières années, c'est que lorsqu'on se focus sur un seul cas d'usage, la réserve de valeur, et qu'on le fait relativement bien avec Bitcoin, eh ben, on ne peut pas représenter à plus de la moitié, 60-80% de la capitalisation de tout un écosystème, de toute une industrie. La place de l'or dans la finance, c'est pas 80%. 80% de la valeur de la finance, elle n'est pas dans l'or. On est sur des pourcentages plus faibles et c'est tout à fait normal. Comme l'écosystème gagne en maturité en tant qu'industrie, qu'il se gagne aussi en diversité d'actifs et de projets qui se développent dessus, c'est normal que la capitalisation totale augmente et que le Bitcoin se fasse diluer dans cette capitalisation. Moi, le prix du Bitcoin en dollars, j'en ai aucune idée. Si le total cap des cryptos explose par effet, comme la mer fait monter tous les bateaux, la mer fait monter tous les bateaux, on pourrait avoir un Bitcoin plus haut en dollars, voire plus haut que les cycles précédents. Mais ce qui est sûr pour moi, et en tout cas c'est ma thèse principale, c'est que cette Bitcoin dominance, elle remontera plus jamais. Sauf s'il y a des événements très particuliers, mais a priori, sur la tendance, elle remontera plus au niveau d'avant. Et pour moi, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment Bitcoin Day. Je crois que tu l'as, ce chart, dans ta liste. Et Ouais. c'est le truc le plus important. Si un jour on redescend à 20 et qu'on perce le 20, on aura vraiment changé de polarité sur le marché.
Pour moi, c'est plus important ça que le flippening, Ethereum qui passerait au-dessus, la place, la valeur de tel ou tel actif. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut regarder, c'est la tendance de ça. Et on voit bien que sur ce cycle, Bitcoin ne s'est jamais échappé de son range et on est sur une tendance baissière, très clairement. Et après, il faut aussi prendre en considération que malgré toutes les cartouches qu'on a grillées sur ce cycle-là, avec quand même Elon Musk qui, d'un point de vue d'un compte Twitter, est le plus gros, si je dis pas de bêtises, compte Twitter à ce jour en termes d'abonnés. Enfin, en gros, ça en fait un influenceur sous on va dire, stéroïde, quoi. C'est complètement ouf. On a eu ça, on a eu Michael Saylor, on a eu le narratif des institutionnels, le Bitcoin réserve de valeur, machin bidule. À la fin, on s'est quasiment arrêté à 60 000 au premier top et 70 000 au deuxième top. Donc, je me demande quels seront les narratifs ou du moins l'adoption additionnelle qui a l'air de se faire au travers du temps. On ne va pas renier le travail de fond que fait Bitcoin malgré tout et qui se développe positivement au travers du temps. D'un point de vue du prix en tant que tel, on a la Bitcoin dominance qui a l'air de jouer contre Bitcoin à long terme, d'où la Bitcoin dominance qu'on présente là au niveau du chart. Donc petit à petit, les alts ont l'air de prendre des parts de marché à Bitcoin. Et d'un point de vue justement de l'argent qu'il faudra à Bitcoin pour ne serait-ce que revenir à 70 000 $, il faudra pas mal de centaines de milliards qui viennent revenir sur le marché crypto. Donc, c'est pas de dire, voilà, il n'y aura pas de bull run où Bitcoin récupérera pas ses 70 000 ou machin, ou peut-être qu'un jour on ira à 100 000. Enfin, c'est pas pour dire que Bitcoin ne fera pas. C'est juste pour dire qu'il y a des chances, effectivement, selon les narratifs qui seront engendrés par la suite, mis à part si un jour il y a BlackRock qui dit OK, on met 1, 2, 3% dans chacun de nos fonds, dans chaque poche de nos clients, dans chaque placement. Là, forcément, Bitcoin va skyrocket derrière mécaniquement, d'autant que plus que l'offre est pas mal asséchée au travers du temps. Mais jusqu'à ce qu'il y ait vraiment un pivot bien plus grand par rapport à l'échelle de grandeur, moi, je suis plutôt partisan de me dire que Bitcoin, au prochain cycle, galérera un peu, peut-être à 50 000 ou peut-être même avant, et que derrière, par contre, on aura un ETH qui pourrait surperformer sur toute la longueur. Alors après, ça reste un postulat qui est somme toute personnel, et peut-être que, comme je viens de le dire, ça sera tout l'inverse qui pourrait se passer avec un BTC qui deviendrait la valeur absolue recherchée sur le marché crypto d'un seul coup, on ne sait pas. Mais pour l'instant, avec les informations qu'on vous met là sous les yeux, c'est pas juste de faire de la prédiction au doigt mouillé. C'est vrai qu'on pense que voilà, ça deviendra assez complexe au travers du temps pour BTC d'essayer de draguer plus d'argent que les alts. Mais après, peut-être qu'on aura des surprises, hein, probablement même. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans le chat qui disent les États préféreront Bitcoin. Je ne suis pas sûr de ça. En vrai, si on compare Bitcoin et Ethereum sur la partie réserve de valeur, depuis déjà l'inflation, c'est ce dont tu as parlé, mécaniquement aujourd'hui, elle est quasi nulle sur Ethereum, alors que certes, le supply Bitcoin est fixe, ce qui n'est pas le cas sur Ethereum, mais dans la réalité, dans le monde dans lequel on vit actuellement, la pression des mineurs sur Bitcoin est bien plus importante que la pression des stakers qui est quasiment de zéro actuellement, voire de zéro, puisque les withdraws ne sont pas activés, mais même après, on est sur la création de nouveaux coins qui est beaucoup plus faible que sur Bitcoin. Et ça, c'est le cas pour les 10 prochaines années, quoi qu'il arrive, quel que soit le scénario. Et deuxièmement, sauf si un État a des excédents de production énergie démentiels et ils savent pas quoi en foutre, et du coup, c'est intéressant pour eux de miner, le staking auprès de la population, c'est quand même un truc qui passe un petit peu mieux. Hein. Tu fais tourner quelques petites machines, il n'y a pas du tout de consommation qui peut se détecter d'énergie. Et en plus, il y a un rendement par le staking en permanence. Moi, personnellement, je ne m'intéresse pas à ce que font les administrations directement, mais ça me semble plus cohérent pour un État de choisir de staker, de détenir et de staker de l'Ethereum que d'avoir du Bitcoin. Moi, je me suis levé ce matin. La première news sur laquelle je suis tombé en ouvrant Twitter, c'était
l'Union européenne peut-être en train de ban Bitcoin. Je fais, ah bah purée, l'année commence bien. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Ils n'aiment pas le mining. Il y a eu plusieurs agitations. Là, je parle dans le contexte, je remets ma casquette de président du comité finance décentralisée de la DAN. On a eu des discussions récemment à ce sujet. Il y a quelques députés européens énervés qui veulent bannir le mining de Bitcoin. Alors, je vous préviens tout de suite, personne mine du Bitcoin en Europe, à part deux, trois passionnés qui font tourner un rig chez eux et ça leur chauffe pendant l'hiver. Il n'y a pas de mining de manière industrielle qui se passe en Europe. L'électricité coûte trop cher en Europe. L'Europe a fait n'importe quoi et a voulu mettre à genoux l'économie, une économie d'un pays, d'une grande nation. Mais enfin bref, ça c'est autre chose. Et du coup, c'est impossible d'être profitable dans le mining en Europe. Donc, ils vont interdire un truc qui n'existe pas. Ça les occupe, hein, ils sont payés pour ça. Hein, bref. Et deuxième chose, par contre, c'est le G20. Le G20 n'est pas hyper fan des crypto-monnaies en ce moment. Et on peut s'attendre, en tout cas les bruits de couloir parlent de régulation pas ouf sur les cryptoactifs, plus de KYC, plus de contrôle des transactions, plus de sévérité pour les PSAN, ce qu'ils appellent eux les CASP au niveau international, Crypto Asset Service Provider. C'est la même chose que prestataire de services en actifs numériques. Hein, voilà, donc 2023, il n'y a pas des jolies régulations qui sont à l'horizon pour l'instant. Bon, on ne s'attendait pas non plus à des miracles, mais effectivement, si ça pouvait tenir un petit peu et qu'on ne nous mette pas trop de bâtons dans les roues, ce serait quand même appréciable. Après, on a et quand d'ailleurs, même... il y a Baïsalcha qui dit Just Mining, mais effectivement, Just Mining était en Europe, mais il s'appelle Meria maintenant. Ils font quasiment plus de mining. Ils font du staking et ils font d'autres produits et on salue HR. Ouais, totalement. Et du coup, par rapport à ce qu'on disait ici pour l'action de prix en tant que telle sur BTC, bon, pour l'instant, on voit que c'est quand même fortement dégradé. Sous moyenne mobile 200, sous moyenne mobile 20. La moyenne mobile 200, elle est en bleu. Là, on manque un peu d'historique parce qu'on est sur Binance. Mais en gros, c'est ce qui avait sauvé le précédent bear market. Donc, en termes d'amplitude, on est moindre puisqu'on avait fait moins 84, moins 85 la dernière fois. Là, ça va un peu mieux, en tout cas pour l'instant. Et d'un point de vue technique pur, eh bien, voilà, on a les 13 800, 14 000 qui nous tendent un peu les bras. Je ne sais pas comment va se faire cette entame de premier trimestre 2023, mais j'espère vivement qu'au bout, au terme de 4 trimestres consécutifs de baisse pour le marché crypto, c'est la première fois que ça arrivait en une dizaine d'années pour le Bitcoin, qu'on aura bien évidemment de quoi se faire un petit rallye aussi au cours de l'année 2023, peu importe la finalité, d'où sera ce point bas que peut-être on n'a toujours pas fait, ou peut-être que oui, ça aussi on ne le saura que le jour où le marché se retournera. C'est pour ça que c'est toujours très très difficile aussi de timer une quelconque fin de bear market. Et il y a quelques émissions de ça, tu avais dit un truc, Marc, qui était plutôt intéressant, c'est que les personnes là qui font leur DCA actuellement, ils prennent aussi ce risque de se dire oui, ça peut continuer un peu de baisser à court terme, tandis que les plus précautionneux attendront peut-être plus tard que le marché se soit déjà retourné, ils perdront quelques pourcents ou quelques dizaines de pourcents, mais potentiellement, ils rentrent dans un train qui est déjà lancé à la hausse. Mais là aussi, bon, il y a deux écoles qui s'affrontent complètement entre les personnes qui pensent que... C'est mon école contre celle de Bitcoin qu'on a invité sur l'émission plusieurs fois ces 2 dernières années. Bitcoin, c'est un trader de tendance. Donc clairement, il ne fait pas du DCA tant qu'il n'y a pas un renversement de polarité du marché. Il vous l'a dit sur plusieurs masterclass que vous pouvez retrouver sur la chaîne. N'hésitez pas à aller les voir sur YouTube. Et l'investisseur que je suis, moi je fais pas du tout d'analyse technique, je fais que du fondamental et je me dis Bitcoin c'est pas mal, Ethereum c'est encore mieux à mon goût et d'autres trucs j'aime bien et quand on me les donne pas cher je les prends et je les prends petit à petit avec mon revenu, c'est-à-dire l'argent que je dépense pas à la fin du mois et que je choisis d'épargner dans les cryptos. Tout simplement. Donc une épargne programmée que si vraiment vous êtes convaincu de ce dans quoi vous investissez ou que vous n'avez pas de soucis avec ça, globalement il n'y a même pas besoin de surveiller comme tu disais Marc ou de faire des graphiques ou quoi que ce soit, mis à part le jour où bien évidemment tout le monde se remettra à en parler, que vous saurez que c'est parce que ça a beaucoup monté, mais sinon
c'est vrai que c'est très difficile de pouvoir timer un marché. Et là, maintenant qu'on est dans le dur, tu sais pas trop quand est-ce que ça va se retourner. Et effectivement, on a toujours cette cyclicité jusqu'à présent qui a suivi le halving du Bitcoin. Est-ce que ça va être différent cette fois-ci? Est-ce qu'on va prendre 2 années de baisse consécutive ou un truc qui n'est jamais arrivé au marché crypto? Voilà, on est tous à se poser pas mal de questions et avec un phénomène macro qui était plus dégradé qu'à l'accoutumée, puisque c'est aussi le baptême du feu pour Bitcoin de la première récession par récession. Tout le monde joue un peu sur les mots. On va dire quand même qu'on y est un peu en récession ou qu'on va y être en 2023. Donc bon, c'est vrai que c'est très difficile d'y voir clair, d'avancer comme on fait, un pied devant l'autre et de pas essayer non plus de se projeter à trop loin ou trop haut, comme je disais. À ce jour, si Bitcoin revenait déjà à 30, 40, 50 000 au prochain cycle, ça serait très bien. Si Ether retrouvait son ATH, ça serait très bien. Si la majorité des alts retrouvaient un ATH, ça serait aussi très bien. Voilà. Il faut toujours essayer aussi de se dire, j'ai des objectifs qui sont réalistes et réalisables. Et si jamais ça se passe mieux, comme on l'a connu au premier trimestre 2021, tant mieux. C'est que du bonus. Mais sinon, on ne se fait pas des rêves trop grands qui entraînent des déceptions qui le sont tout autant, souvent. Ouais, mais on a le droit quand même d'y croire. Moi, ma thèse a absolument pas changé. Je trouve même le marché mieux, en tout cas l'écosystème mieux et plus sain maintenant. Alors oui, je suis moins riche sur le papier qu'il y a un an. Il y a un an, j'étais plus riche que maintenant. Après, moi, j'ai pas un niveau de vie de taré, donc ma vie a pas vraiment changé. C'est ça l'avantage quand on claque pas et qu'on s'achète pas des lambeaux toutes les semaines. A priori, que bear market, bull market, on a le même niveau de vie et les choses ne changent pas particulièrement. Mais l'avantage, non, c'est que il y a plein de gens, il y a plein de trucs relous, il y a plein de gens relous et moyennement honnêtes qui sont plus là. C'est soit ils sont en prison, comme notre ami de FTX. Quoique, comme il a des bons copains, il a réussi à avoir une caution et il a passé Noël en famille, tranquille. Et a priori, pendant qu'on parle, là, il n'est pas en prison. Mais il va finir par y retourner. Hein. C'est un jour ou l'autre. Hein. Il y a quand même une justice. Et soit ils sont simplement partis, se sont éloignés de l'écosystème. Et ça fait un petit peu du bien de se retrouver entre nous pour bosser, développer cette technologie et faire en sorte que les gens qui reviendront au prochain cycle, ils trouvent l'écosystème encore mieux que là où ils l'ont trouvé il y a l'année dernière, il y a 2 ans, etc. Puis à chaque cycle, l'écosystème est beaucoup plus mature, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus attractif. Et ces phases de calme permettent de se concentrer sur le fait de développer de nouveaux services, de nouveaux produits, avoir de nouvelles idées, sans tout ce raffut. Moi, je l'appellerais comme ça, un raffut des bull market où tout le monde veut gagner plein d'argent tout de suite, maintenant, sans vraiment réfléchir à ce qu'on fait. Et ça mène à des excès. Même quand après tu gagnes un peu d'argent en bull run, c'est ce que disait Bitcoin aussi une fois, c'est très difficile de ne pas faire d'erreur sur la durée. Tu peux faire de l'argent, commencer à en perdre, prendre des mauvaises décisions qui te font faire en perdre encore plus, laisser tout le pognon sur FTX et tout perdre du jour au lendemain alors que tu étais archi bien. Il y a tout un tas de petits paramètres qui viennent se greffer en cours de route qui sont assez insane à gérer en fait. Hein. Ouais, il faut faire attention, faut pas se précipiter. Et je pense que là, on a quand même le temps. Et rétrospectivement, c'était assez marrant parce que pendant le bull run, on disait voilà, de prendre des profits, qu'il y aurait des moins 80, des moins 90. Et c'est en train de se vérifier. Ça s'est même vérifié sur la plupart du marché assez violemment. Il y aura des jours meilleurs. Et donc, la période dans laquelle on est, c'est un peu 2019, quoi. Donc, on est en train de finir un peu la débâcle, et puis on peut espérer que ça commence tranquillement à se stabiliser et à changer de tendance d'ici un petit moment, une fois qu'il y aura peut-être on va passer par une récession. J'ai vu le FMI qui a parlé de récession aujourd'hui aussi. Donc une petite récession, ils avaient interrogé 10 ou 15 grandes banques américaines, mais pas que, hein, au niveau monde, les plus grosses structures. Il y en a 13 Ouais. sur 15 ou un truc comme ça qui disaient que le SP500 serait plus haut que maintenant à un horizon de temps de 1 an, je crois. Donc,
Il y en a 13 qui, au contraire, disent qu'on n'aura pas une récession dure, qu'on va avoir un soft landing assez rapide sur le premier semestre, et que derrière, ça devrait aller mieux. Mais bon, tout est relatif, quoi. Merci à Asher qui nous a envoyé je ne sais pas combien de centaines de personnes. Salut à tous. Je ne sais pas si Asher regarde le début de notre live, mais merci beaucoup et ça fait plaisir de vous avoir aussi parmi nous. Merci Stupid Tug pour les 19e mois d'abo et merci à tous ceux qui ont subs et qu'on n'aurait pas vu depuis tout à l'heure. Vous êtes au top. On a fait le point sur Bitcoin, donc autour de 13 008 ici, il y a un bon petit support des familles. Si jamais ça lâche autour de 12, 11 500, on est aussi pas mal. Donc entre 12 et 14 pour donner une target à la louche qui parle à tout le monde. Parlerait-on un peu de Ethereum qui, lui, est déjà sous le gros support, long terme. On est sous l'ex-ATH, un peu comme Bitcoin d'ailleurs. Et on a une zone de pivot qui est assez simple finalement pour Ether. Elle est ici, avec les deux moyennes mobiles qui se croisent à 1350 $. Comment pensez-vous que Ether pourrait se relever là par rapport à ce dur de bear? Et pensez-vous aussi qu'il pourrait à un moment donné lancer quelque chose comme il l'avait tenté de le faire quelques mois auparavant? C'était autour du merge, donc forcément il y avait un catalyseur qui est amené à ça. Mais est-ce que Ether pourrait relancer à lui seul déjà les altcoins, essayer si Bitcoin ne fait rien, d'avoir un certain renouveau de ce côté-là, mais pourrait relancer à lui seul plus tard peut-être une phase haussière? Je ne sais pas. Perso, je me pose pas mal la question et je pense que le marché est encore un peu trop jeune et faiblement capitalisé pour partir sans Bitcoin. Mais voilà, je suis assez mitigé sur ce sujet-là, donc assez curieux d'avoir votre avis. Ethereum a lancé les 2 derniers cycles. C'est contrairement à ce que disent les bitcoiners, le cycle d'avant, c'était les ICO qui ont lancé le cycle. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ça, clairement, il y a 1% des ICO qui sont restés et qui sont devenus des projets. Il y a 99%, c'était pas ouf et du coup, ça vaut 0 aujourd'hui. Le cycle actuel, c'est Ethereum qui l'a lancé, avec lance décentralisée, puis les NFT. A priori, ça ne se passait pas sur Bitcoin et ça ne se passait pas vraiment ailleurs, même s'il y a quelques exceptions qui sont notables. Je ne vois pas pourquoi Ethereum ne lancerait pas le cycle suivant également, sauf si il y a une nouvelle technologie qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais qui sort et casse la baraque. Il faut, en fait, je vous avais fait dans la dernière émission de 2022 un petit laïus sur le fait qu'il faut être flexible et il faut savoir changer d'avis en tant qu'investisseur. Donc, on ouvre la porte à d'autres technologies si elles arrivent à supplanter Ethereum. Mais actuellement, dans la configuration actuelle, Ethereum est le meilleur candidat pour lancer le cycle suivant. Ouais, je suis bien d'accord et on le voit parce qu'il y a quand même beaucoup de grandes marques aussi qui sont en train de se positionner. On a vu passer sur Polygon toutes les marques qui sont en train de potentiellement se rapprocher de la technologie blockchain. On a vu des Amazon, on a vu des Nike, toutes les grandes enseignes, des Starbucks, des Disney, qui sont pas des petits players. Et ça, je pense que ça calme directement, en tout cas, la question du est-ce que la blockchain, ceci, cela, quoi. La question, c'est vraiment plus si, c'est plutôt quand. Et le timing est pas mauvais. Je pense qu'on est où on doit être au moment où on est. Et si on doit repartir, tu l'as dit aujourd'hui dans ta vidéo CM, mais ça fait un peu mal de dire ouais 2024, 2025. Mais en vrai, c'est un peu l'horizon de temps. 2023, ça sera peut-être en demi-teinte. Et je pense qu'on en a déjà parlé, mais je ne suis pas certain qu'on ait passé encore la phase de l'ennui dont on parlait. Je pense qu'on commence à se faire chier, mais qu'on n'est pas encore vraiment dans le mal, quoi. C'est vrai que quand on regarde, si on prend un peu la rétrospective, quand on a fait le point bas là sur Ether et à partir du moment où juste on est sorti du range, ça a duré quasiment 2 ans, la phase d'aplat. Donc si à partir de là où on a cassé la volatilité, ou si on peut considérer que 880 $ c'était le bas de notre futur range et qu'il fallait que ça dure 2 ans dans cette box, grossièrement, je vais vous le tirer, mais en gros, juin 2022, juin 2024, ça nous amènerait là. On en est à peine au premier quart de l'emmerdement, comme tu dis, ou de l'ennui, quoi.
Donc, c'est vrai qu'au niveau cycle, ça prend son temps. Et c'est vrai que le marché crypto, malheureusement, quand les gens s'y intéressent, c'est souvent au mauvais moment, puisque c'est pendant le bull run, quand tout le monde en parle. La majorité arrive au marché crypto pendant un bull run. Alors après, quand tu as les années derrière toi, forcément, tu as un peu plus d'expérience et tout ça. Mais on va dire, la phase numéro 1 pour quiconque arrive au marché crypto, souvent, ça se fait au mauvais endroit, au mauvais moment, en plein bull run. Donc derrière, pour la personne qui connaît quasiment que de la baisse pendant 1 an, puis ensuite une phase d'aplat pendant 1 an ou 2 supplémentaires, et qui va avoir le bull run, s'il a tenu jusque-là, qui dure quoi, 6 mois, 6-9 mois, un bull run, ça dure. C'est le marché crypto. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on peut flip un coin comme ça du jour au lendemain, jeter une pièce en l'air et qu'elle se multiplie par 2 ou par 4. Mais vous avez la preuve ici à l'appui, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de 2, 3, 4 ans. Et en tout cas, jusqu'à présent, ça a été ça. Si un jour c'est plus long, si un jour c'est moins long, voilà, on peut avoir aussi des surprises en cours de route. Donc, on a beau avoir des marchés financiers traditionnels où les cycles durent en majorité 8, 10, 12 ans, le marché crypto nous a offert plusieurs fois sur 4 ans à peu près révolus plusieurs grands cycles de hausse. Faut pas non plus penser que c'est facile, que ça se fait sans souffrance, sans douleur. Ça fonctionne exactement comme les autres marchés et c'est assez complexe, voire plus complexe même que les autres puisque plus volatile et plus jeune et moins régulé, enfin pas régulé jusqu'à présent. Donc, ouais, pas mal de choses à prendre en considération. Tu sais, c'est l'histoire du lièvre et de la tortue, quoi. Moi, c'est ma 8e année dans les cryptos maintenant. Bientôt, c'est la 9e bientôt. Franchement, j'ai pas à me plaindre, hein. Il y a des moments où sur le papier j'étais plus riche, d'autres où j'étais plus pauvre. Mais si tu regardes la sur les 8 dernières années, j'ai franchement pas de plainte, pas de doléance. Je suis plutôt content. On accumule petit à petit. On est la petite tortue qui remplit un petit peu son bag un peu plus chaque mois, un peu plus chaque semaine. Mais a priori, ça se passe bien, hein. Bah, si vous voulez, j'ai retrouvé un petit graphe là, un petit graphe d'analyse technique des familles que je peux vous partager. Yes. Si vous voulez. Alors attends. Présenter et qui fait un peu justement, alors ça remonte pas sur 8 ans. Alors attends. Après, juste pour rebondir sur ce que tu disais, Marc, en fait, il y a 2 types de profils, je pense aussi. Il y a ceux qui font entre guillemets fortune et qui se barrent direct s'ils ont eu de la chance, bon endroit, bon moment. Par exemple, celui qui avait mis 8000 balles sur Shiba et qui a sorti des centaines de millions. Enfin, il s'est mis archi bien, quoi. Ça a été le coup de chance d'une vie, entre guillemets. Et lui, je pense pas qu'il va revenir ou qu'il va essayer de gratter ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui passent à autre chose, je pense. Et Ouais, il ensuite, y en tu a as la plein, personne, clairement. t'as la personne qui se prend au jeu dans le sens à la fois tech, à la fois idéologique, à la fois pour plein de raisons, voire même des gens qui finissent par bosser full-time dans la crypto. Et ceux-là, forcément, ils vont pas avoir cet horizon de temps du cycle que nous offre le Bitcoin et tout ça. Ils vont avoir l'horizon de temps de se dire peut-être que je vais faire 10-20 ans dans le domaine à bosser là-dedans et à faire se développer l'industrie. Et là, finalement, le côté financier passe certainement au second plan, en fait. Ça a presque plus autant d'intérêt. Clairement, si vous êtes là que pour gagner du pognon, on vous le souhaite. Mais en fait, c'est pas le plus intéressant. C'est Mais c'est sympa quand même. on vous souhaite vraiment de réaliser ce que vous souhaitez sur ce marché et sur cette année. C'est le temps des résolutions et des vœux, donc on vous souhaite le meilleur. Mais en fait, il y a plein de choses qui sont aussi, voire plus intéressantes que juste gagner du pognon. Là, on a la rétrospective, tu vois, d'un cycle qu'on avait fait. Alors, c'est une AT que j'avais fait il y a... je sais pas, il y a 1 an et demi, peut-être, 2 ans, peut-être. Je me rappelle pas trop. C'était il y a assez de temps. Et donc là, on est en 2018, on est au top. Non, là, on vient de sortir du bear market, excuse-moi, de 2018. On a le petit bull market, le mini bull market de 2019, qui correspond à l'année 2023. Donc peut-être qu'on pourrait avoir quelque chose comme ça, se dire qu'on est par là et qu'on est en train de monter. Donc bien sûr, en 2019, on fait all-in comme il faut.
Et puis, on attend le halving. Donc là, c'est un peu ce qu'on est en train de se dire aussi. On attend le halving. Il paraît que c'est bullish, mais c'est quand même dans longtemps. C'est vrai. Donc, en attendant, on perd un peu patience. Donc, on recharge, forcément. Une bougie, on a eu un petit piège comme ça il y a quelques temps. Et puis, en fait, non. Et puis, on a des Black Swan qui peuvent arriver. Donc là, c'était le Covid. Donc, le Covid, boum, une belle rouge qui pique. Donc après, on a eu tous ceux qui étaient traders, qui ont shorté le marché pendant des mois et qui ont attendu cette fameuse jante baissière. Donc j'ai l'impression que là, on est un peu plus tranquille, qu'il y a moins de traders fous, entre guillemets. Là, on avait notre Bart, on passe à et puis finalement, non. Et puis finalement, voilà, là, on est fin 2020 et puis on dépasse ces fameux 11 500 et pouf, ça commence à partir. Et là, ça devient carrément délirant. Donc là, c'est quand même le pied. Hein. Quand ça monte comme ça, c'était assez incroyable. Là, on est quoi on est en novembre. Là, allez, en décembre, on va dire, on était ici. On faisait les émissions. Là, c'est on le commençait à moment faire où les... sur la chaîne, on vous disait le bull market a commencé et dans le chat insultiez. Ouais, c'est C'est ça. complètement faux, c'est impossible, le bull market peut pas commencer à ce prix-là, on est en dessous de l'ancien ATH. Bon, voilà, Ouais. CM sort son top 10 à peu près ici, en disant bon, dans un an, a priori, on sera haut. Finalement, les targets, les targets sont atteintes, je crois, vers là. Donc, 3 semaines après, genre le 10 janvier, voilà. Ouais, On se l'accélération prend... de janvier 2021, c'était n'importe quoi. Ah bah, je m'en ça, cette souviens. accélération-là, c'était une Tesla, quoi, hein, vraiment. Et d'ailleurs, en plus, c'était Elon qui l'avait lancé. Donc, c'était plutôt pas mal. On se prend le petit moins 30, on se dit que c'est la base, que ça va. Ah non, Elon, il était là. Donc, Elon, il relance encore la machine. Là, on Et est là, il tous va pas riches. bien d'ailleurs. Hein. On en Ah parlera ouais, peut-être après. ouais. Là, on kiffe notre maman parce qu'on est tous riches. Là, on fait des appels à la lune. Et puis là, le fameux tweet d'Elon qui dit que le Bitcoin, finalement, ça pollue. Donc, finalement, il va plus accepter pour payer les Tesla. Le marché qui se crache. On passe tout l'été à avoir peur. On a perdu de l'argent. Là, on a le China ban qui fait bon, voilà, ça y est, c'est fini. Mais sur la chaîne, on n'y croit pas. Et on se dit qu'on veut y croire. Donc, ça repart. Et là, on sait que maintenant, il y a Sam l'imprimante, comme on peut l'appeler maintenant, qui imprime des bougies vertes avec votre pognon. Donc, vous pouvez le Avec remercier. l'argent des clients, ouais. Maintenant, on sait. C'est ça. En fait, Donc, ce deuxième pump, c'est vraiment le résultat d'une fraude. C'est-à-dire que regarde, on le voit le ici. mec Hein. a réussi à manipuler le marché et à créer un deuxième pic basé sur rien. Ouais. Là, on a quand même du volume ici. Et là, on n'a rien. Quoi. C'est vraiment assez plat. C'est quasiment aussi plat que le reste du bear, quoi. Là, on arrive, Sam, il est très très bon, quoi. Mais là, il se rend compte qu'il a utilisé tous les fonds des clients, donc qu'il est broke. Donc il se dit merde, il n'y en a plus. Donc là, on se dit bon, le marché respire, c'est rien et tout. Là, on commence quand même à angoisser quand on arrive vers les 35 000. Là, on commence à se faire les OG sont déjà partis. Finalement, ça repart un peu. Et on repart vers les 50 000, on se dit non, c'est bon, back to les 100 000. Et puis finalement, non, Elon vend. Donc on passe de 30 000 à 20 000. Luna, il vend, on passe de 40 à 30. À 30, ça recrache avec Luna. On a les génies du trading et de l'invest qui sont sortis. Puis après, ça range pendant tout l'été. Donc pendant même tout l'été, tout l'automne. On se dit qu'on a peut-être traversé le plus dur. Et puis finalement, on a Sam, le génie du mal, qui sort de sa boîte et qui nous la met bien profond. Et donc, on redescend encore d'un étage. Et là, maintenant, on est tranquille. On est entre nous. Et on a deux scénarios qui se pointent. On a le scénario Plouf, bonjour l'ami Lexo. Donc ça, désolé, mais on pourra rien faire. Et on a le scénario To the Moon, qui est totalement... on y croit, mais on n'y croit pas vraiment. Parce que là, on est en 2023, donc on aimerait y croire. Mais une chose est sûre, c'est que l'histoire finit bien, puisque dans tous les cas, on finit To the Moon. Hein, donc là, j'ai mis quoi? Allez, un petit 280, mais bon,
Un petit peut être plus 280, mais optimiste. Un tranquille. petit 280, mais on peut imprimer une bougie, quoi. Voilà. Manu, il a pris des pilules pendant les fêtes de Voilà. fin d'année qui l'ont envoyé direct dans un univers parallèle, tu Ah sais, ouais, où merde, je suis à 1,4 million là. il y Ouais, avait bon, des j'avoue, la pilule, j'ai fait un kaléidoscopes peu et de. tout. Ben oui, en fait, il a vu Doctor Strange 3 dans le futur. Le multivers. Il a eu accès à la pierre du temps, et puis il a vu les 14 000 dieux. Et a Non, priori, non, mais ça, ça vous c'est savez les très deux bien. plus probables. C'est parce que j'utilise les fameux cercles de Fibonacci. Et eux, ils ne mentent pas, tu vois. Là, tout de suite, voilà, quand tu as fait ça, là, bah, tu vois, cette zone-là, cette zone ici, là, elle est mounesque. Donc voilà, vous avez, Ok. on peut y aller. Donc tout va bien se passer, bonne année. Et puis, je pense que je vais m'arrêter là. Bah, tout est dit. est dit. Comme le Fort 2 dans le chat dit, bah, tout est dit. Tout est dit. Donc mais je suis assez bullish quand même. Bon, pas la semaine prochaine, mais voilà, ça c'était Bitcoin. Et bien sûr, je vous ai pas fait d'analyse des fameuses altcoins parce que ça ne rentre pas dans le graphe en fait. Désormais, ça sera Manu qui fera toutes les analyses techniques sur la chaîne le matin. Ah non, moi Vous allez je gagner me. au champ. Retrouvez Manu Red Pill pour le morning demain à partir de 11h sur la Oui. chaîne YouTube. Oui, non, tout à fait. J'ai un groupe privé de trading et pour la modique somme de 500 € par jour, je vous fais poser des Fibonacci, vous inquiétez pas. Ah, quel plaisir. C'est toujours un plaisir. C'est une masterclass. Mais- Je sais même pas comment rebondir là-dessus. Hein. Qu'est-ce Ouais, qu'on fait Ouais, il m'a fatigué. Je ne sais plus quoi dire. L'année vient de commencer, t'as qu'une hâte, c'est que ça se termine. Non, mais en plus, je suis désolé, je tourne en dérision des trucs qui travaillent, des gens qui travaillent correctement, tu vois. Mais bon, après plusieurs années passées sur les graphes, on n'est pas tous égaux, tu vois, devant la chose, quoi. Ouais, moi je voulais rebondir du coup sur un sujet complètement transverse. À la fin du top crypto altcoin, j'ai parlé un peu du real yield. Je ne sais pas comment on le dit exactement maintenant, puisque c'est un narratif qui s'est pas mal alimenté ces derniers temps. Est-ce que vous pensez que les trucs GMX, GNS et tout ce qui va bien, je crois que Marc, tu avais commencé à parler un peu de Umami aussi. Est-ce que vous pensez que c'est le renouveau 2.0, 3.0 de la DeFi? Est-ce que c'est vraiment ça qui va apporter un plus? Enfin, comment voyez-vous le retour de la DeFi pour cette année 2023 et après? Nouveau, non. C'est pas tout à fait nouveau, mais c'est pour moi un signe de maturité du marché. C'est-à-dire que là, on rentre dans une phase de marché où les jetons utilitaires il y a 2 cycles, a priori, ça passe plus. Les jetons juste de gouvernance, a priori, ça passe moins non plus. Et maintenant, les investisseurs, ils veulent voir un petit peu de pognon. C'est-à-dire que ils veulent bien investir dans des protocoles. Mais si le protocole est mature et qu'il a un revenu, les investisseurs veulent voir une partie de ce revenu en échange de staking, en échange de participation au protocole, etc. Et du coup, c'est ce qu'on appelle le real yield. C'est une qui se stake généralement, et les protocoles vont distribuer une partie ou la totalité des fees générées par le protocole, et souvent, et ça c'est un peu une nouveauté, c'est pas un paiement qui se fait en actif natif, mais c'est un paiement qui se fait soit en stablecoin, soit en Ether directement, donc pas dans le même token que le token du protocole. Alors, on rend à César ce qui appartient à César. En fait, c'est aussi vieux que la DeFi, tout ça, puisque si je dis pas de bêtises, oui, SNX était donc Synthetix Network, qui est le grand-père de la finance décentralisée. Si vous stakiez du SNX, vous étiez payé en SUSD à l'époque. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je sais Non, pas, non, c'est vieux. t'étais payé en SNX quand même, mais. T'étais mais payé en t'avais- SNX, non, Non, donc ça t'étais compte payé. pas, ça compte pas. Non, Non, t'étais ça payé en compte pas. SNX, mais il te Si fallait tu du SNX pour utilisais du imprimer. SNX en collatéral pour imprimer Mais par contre, si tu SUSD. utilisais
Du S-Ether, je ne sais pas si tu n'étais pas payé en Ether, par contre. Non, en fait, tu étais Non, payé c'est quand même en SNX. SNX. Donc, Ouais, mauvais exemple, désolé. mauvais exemple. Merci pour le fact-checking. Donc, celui qui a introduit cela, c'est Curve en premier. Avec si vous stakez du Curve, vous êtes payé en 3 CRV, directement les fees du protocole. Et actuellement, à la mode là-dedans, c'est JMX. JMX, c'est un protocole qui est sur Arbitrum, un layer 2 d'Ethereum, qui permet de faire des positions avec levier. Donc, c'est un protocole pour les traders, avec levier long ou short sur un panier d'actifs, différents actifs. Et en fait, lorsque vous êtes un trader et que vous faites une position avec levier, faire une position avec levier, c'est emprunter des fonds. Ces fonds, ils viennent de la liquidité du protocole qui a été déposée par des utilisateurs de GMX qui achètent un panier de devises qui s'appelle le... J'ai un trou là tout de suite. Comment il s'appelle leur panier de devises? De GMX, le GLP. Ouais. Voilà, pardon. GLP qui représente un petit peu de stablecoin, un petit peu de AV, un petit peu de Uni, Chainlink, différents actifs comme ça. Et en fait, vous empruntez les sous-jacents de ce GLP, vous payez un taux d'intérêt, ce taux d'intérêt est directement retransformé en Ether et reversé à ceux qui stakent du GMX et ceux qui apportent de la liquidité et stakent leur GLP. Ça, c'est le même principe qui existe avec le DAI et les JTrade chez GNS, pardon. Et enfin, vous avez la même chose chez Umami, où vous allez être payé directement en Ether. Donc, c'est un peu une nouvelle vague. Pour moi, c'est un signe de maturité du marché, où maintenant, les protocoles, on n'est plus au cycle où on vendait des PDF aux gens. On n'est plus au cycle des débuts de la finance décentralisée, où on vendait des tokens qu'on imprimait à partir de rien aux gens. Maintenant, on a des vrais protocoles avec des vrais utilisateurs, avec une activité économique réelle, donc un revenu réel, et ce revenu peut être redistribué au moins en partie aux détenteurs du token. Alors faire ça, ça a des conséquences, parce que si on ne le fait pas de manière un petit peu sérieuse ou si on a levé des fonds un petit peu sans chercher comment faire les choses à l'avance, avoir un revenu par rapport à un token, ça en fait une sécurité dans certains cas. Et ce qu'on appelle les security tokens, c'est quelque chose encadré, donc il faudra faire attention à ça. Pour certains protocoles, il faut bien se blinder là-dessus, ou en tout cas bien préparer le terrain pour pas que ça pose de problème. Mais on est sur quelque chose qui évolue dans ce sens-là et c'est plutôt intéressant. Moi, je pourrais être dans la réflexion, exactement cette réflexion-là en ce moment. Effectivement, le cadre réglementaire est pas très clair en termes justement de tout ce qui va être profit sharing et les choses comme ça. C'est pas forcément si simple que ça parce que ça peut être facilement classé, comme tu dis, en securities et donc ça va demander énormément une lourdeur administrative qui est pas possible quand tu veux lancer une start-up, grosso modo. Donc, tu es obligé de feinter un petit peu, mais tu peux pas faire effectivement n'importe quoi. Et effectivement, je pense qu'en termes d'investisseurs, aujourd'hui, ça paraît évident de vouloir, enfin, que quand tu vas investir sur un projet, tu veuilles des retours sur investissement qui soient en fait des vrais gains et pas uniquement du Ponzi-forme, on va dire, avec j'ai un token que je vais dumper sur des gens qui vont l'acheter plus cher, etc. Parce que je pense qu'un investisseur qui a une vision à 3, 4, 5 ans minimum, au final, sait que ce genre de montage, au final, ça tient pendant un bull market, ça tient un an, mais au bout du compte, on finit à zéro. Et de la même façon qu'on avait des protocoles qui marchaient beaucoup avec tout ce qui est liquidity mining, etc., où au final, ça vide les caisses du protocole de leur propre token, on se retrouve avec un moment plus de tokens. Et c'est le cas, par exemple, qu'on a eu récemment avec SushiSwap, qui s'est retrouvé en galère de tokens. Et donc, on se retrouve Et en galère de thunes. Et donc, en galère de thunes après, puisque effectivement, voilà. Et après, on a aussi des systèmes. Bon, il y a d'autres protocoles qui ont des systèmes de buyback, qui vont racheter leurs tokens au marché pour tenir tout ça. Je ne sais pas si effectivement, bon, c'est mieux que le burn, mais je pense que c'est aussi saut 2021.
C'est même 2 cycles en retard, le buyback. Ouais, voilà. Et puis donc, surtout, en fait, le buyback and burn, c'est quelque chose qui a été introduit, en tout cas t'es pas obligé de le popularisé. burn. Tu vois, tu peux le buyback et le mettre dans la Ouais, DAO. attends, attends, c'est ce que je disais. Donc le Ouais. buyback and burn, ça a été introduit par DAO à l'époque et c'est encore leur système, c'est-à-dire que les frais générés par le protocole MakerDAO servent à acheter du maker sur le marché et à le détruire. Donc il y a un petit peu moins de makers tous les jours en circulation, donc le supply tend vers zéro. Bien sûr, il ne peut pas atteindre zéro puisque le dernier maker coûtera potentiellement des milliards de dollars. A priori, on n'en est pas là. C'était le premier système, la première tokenomics de l'ancêtre de AV, le Headland. Donc, il y avait un système de buyback and burn à l'époque sur Headland. Ça a été abandonné pour d'autres systèmes. Et il y a un deuxième truc, c'est juste buyback. C'est-à-dire, je rachète les tokens sur le marché et je les mets sur la DAO. Mais les gars, là, ouais, mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller les dumper plus tard ou de les remettre en circulation? C'est notamment, si je dis pas de conneries, la tokenomics de Yearn. Je crois que Wi-Fi, ils font ça, les mecs. Genre, ils rachètent. C'est pas Il y a ça? Bifi aussi, Bifi qui fait ça, alors qu'il redistribue aux stackers de Bifi. Il y a un buyback et redistribue, donc c'est pas forcément dans la DAO. Mais Yearn, les gars, ils effectivement, touchent zéro. Hein. l'idée, là, en tout cas, les deux protocoles qu'on vient de citer, c'est deux protocoles avec des supplies très, très faibles et une liquidité pas top. Donc, au bout du compte, forcément, le fait de limiter la liquidité va avoir tendance à faire pumper le prix. Et après, oui, effectivement, la DAO peut décider de dump un peu, donc ça va, on va dire, équilibrer le Ponzi. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus efficient pour 2023-2024. Clairement, ces deux actifs, j'en ai zéro. Et pourtant, c'est des protocoles que j'apprécie, Bifi. Mais les tokenomics, elles sont hideuses, quoi. C'est sur les deux. Enfin, avoir un supply minuscule, pas de liquide, et du coup, qui est pas possible à maîtriser, franchement. Enfin, il faut parfois savoir distinguer l'actif du protocole. Et Bifi, c'est très intéressant. Ils ont vraiment beaucoup de volts, pas mal d'innovations de leur côté. Il se passe pas mal de trucs. Je trouve que leurs frais sont un petit peu élevés. Enfin, c'est plus de 2 fois moins que ce que fait Yearn, mais Yearn, c'est une autre catégorie dans le truc. Mais ouais, le token Bifi, à titre personnel, et c'est seulement mon opinion personnelle, ça m'intéresse pas beaucoup à intégrer dans le portfolio. Ouais, moi j'avais regardé, on est sur les revenus, on est à peu près à du 7, 8, 9% de revenus par rapport à la TVL, donc c'est pas mal quand même. C'est quand même propre, quoi. J'ai vu passer des petites questions sur AAV, alors je sais que tu peux pas répondre à tout, donc peut-être que... Ah bah si, je travaille plus pour la AV Company. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, tu as retrouvé ta liberté de parole. Exactement, totale, je suis libre et indépendant de poser toutes les questions, les amis. On y va. Bon alors, AAV, j'ai même pas de $1000 ou pas? Non, je reste la même personne. Hein. Je vais pas vous faire de la spéculation, mais clairement, j'en ai acheté là. J'ai un petit peu plus d'AV aujourd'hui. Bon, alors, moi, en tout cas, j'ai vu passer la question auquel on a déjà répondu, mais qu'on peut peut-être répondre. C'est pourquoi AAV ne rentre pas dans la tendance des protocoles qui vont redistribuer du fee à leurs token holders. Ça pourrait être une proposition lancée par la gouvernance, donc c'est Pierre-M qui nous demande. Et on a déjà répondu, mais je pense que c'est sur AV, mais je pense que c'est intéressant de donner un peu. Alors sur AV, j'en ai parlé sur Twitter très récemment. Moi, je suis pour. Ça fait longtemps que je dis que je suis pour, et maintenant j'ai toute la liberté de le dire. Et puisque, en fait, j'ai quitté la AV Company pour fonder la AV Chan Initiative, donc je travaille encore pour AV, mais au lieu d'avoir un patron d'une entreprise, maintenant, si vous avez du AV, vous êtes mes patrons. Donc voilà, j'ai fait le choix d'avoir, il y a plus de 100 000, presque 150 000 holders de AV, donc j'ai 150 000 patrons au lieu d'un maintenant. C'est une nouvelle situation, mais voilà, je travaille pour la DAO. Et d'ailleurs, si on en profite pour dire que si jamais vous avez du AV et que vous ne votez pas, vous pouvez toujours déléguer à notre ami Marc si sa politique monétaire vous paraît, on va dire, adéquate.
et déléguer vos votes pour les votes. Ça vous permet de participer à la vie de la DAO sans avoir à voter sur chaque proposal. Il y a Voilà. Crypto Addict qui dit t'es viré, Marc. Ah merde, ça y est, ça a pas duré longtemps. Hein. Ça y est, je suis chômeur. Bon bah merci. Hein. C'est ça le truc d'avoir 150 000 patrons. Il suffit d'un qui soit un petit peu vénère et hop au chômage. Alors Ouais. sur la politique monétaire, je l'avais dit sur Twitter récemment, mais je vais être un petit peu plus clair ici. Pour moi, le real deal, c'est vraiment important. C'est un signe de maturité pour un protocole. Aujourd'hui, AV génère plus d'argent qu'il ne dépense. Ça, c'est quelque chose qui est relativement avéré. On est en bear market, donc on gagne beaucoup moins que l'année dernière. Par rapport à il y a un an, le revenu, il est 3 fois moins, même 4 fois moins que le top de marché de 2021. C'est normal parce que les volumes sont pas les mêmes qu'avant. Les liquidités, on est passé de plus de 25 milliards de liquidités au plus haut à environ 5 milliards. Donc forcément, ça pèse sur les revenus, mais les revenus sont supérieurs aux dépenses, donc il y a un petit peu de gras. Ça, c'est la première chose à dire. La deuxième chose à dire sur cette question, c'est que ce serait stupide pour moi de distribuer tout le revenu. Parce que il y a des gens qui bossent et il y a plein de choses à faire pour développer et pour faire un meilleur AV. Clairement, je pense que le AV actuel, enfin, si on avait décidé dès le premier jour de distribuer 100% du revenu, on serait resté à AVV1 puisque les développeurs, les corps développeurs auraient déployé AV et puis ils seraient allés faire autre chose de leur vie. Et du coup, je ne pense pas que AV aurait la place qu'il a aujourd'hui si on était resté à la version 1. On a fait la version 2, on s'est déployé sur de nouveaux marchés, on a fait d'autres synergies, on a fait la V3, on va lancer le Go, etc. Donc tout ça, c'est bien, mais tout ça, ça coûte de l'argent. Donc c'est bien de garder une partie du revenu dans la DAO pour financer les services providers, des gens qui, comme les corps développeurs, BGD Labs, les gens qui font du risque et qui font en sorte que les fonds des utilisateurs restent safe, comme Gauntlet, comme Chaos Lab, les gens qui font des grants pour inciter des développeurs à venir bosser et construire sur AV, comme la AV Grant DAO, etc., etc. Donc tout ça, c'est important. Pour moi, ce qui est important à ce stade-là, vu que le Go sort, c'est de ouvrir la porte, de dire aux gens, c'est possible. On va pas tout distribuer tout de suite, mais on commence à distribuer quelque chose, même si le rendement au début il est tout pourri, parce qu'on est en bear market, donc les revenus sont pas élevés, et si en plus on donne qu'un petit pourcentage des revenus, on va pas faire un rendement à 3 chiffres du tout, mais on commence à faire un revenu. Pour moi, ce qui est important, c'est de payer en stablecoin, de pas payer en AV. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir un stablecoin en rendement. C'est ce que fait Curve et je trouve que c'est une très bonne chose avec le rendement en 3 CRV. La payer en Go, pour moi, ça fait du sens. Et pour le ratio, à titre personnel aujourd'hui, mais c'est pas moi qui décide, je pense que 80% du revenu qui reste dans la DAO pour financer la recherche, le développement et la continuité d'AV, c'est intéressant. Et 20% qui va aux gens qui stake, ça permet d'ouvrir la voie. Et en fait, plus AV sera mature, plus AV gagnera des parts de marché, aura un meilleur revenu, plus on pourra faire baisser la part du ratio qui va à la DAO et augmenter celle qui va au staker. Et en fait, c'est quelque chose qui est relativement cohérent avec, si on considère AV ou la finance décentralisée comme quelque chose qui vient de sortir en fait. AV, en tant que protocole, ça a bientôt 3 ans, mais ça a moins de 3 ans. Et on est encore sur les premiers pas de la finance décentralisée. Donc, c'est normal quand on est dans de la nouvelle technologie d'avoir la majorité du revenu qui va dans la recherche, le développement pour améliorer cette technologie, améliorer les services, faire grandir le protocole. Et au fur et à mesure, plus on sera mature, moins on aura besoin d'un pourcentage du revenu important pour faire tourner les machines, entre guillemets, et plus on pourra distribuer au token holder. Ouais, ça, et c'est au final ce qui montre que c'est quand même la bonne technique à suivre, je pense. Et c'est vers ce genre de token, en tout cas, moi, que je me tourne plus facilement, que ce soit des tokens qui donnent des rendements, donc qui ont quelque chose derrière, que ce soit des tokens de validateurs avec du stacking, du rendement de stacking, ou du vrai rendement qui dépend de ce qu'il y a derrière, quoi.
On me demandait comment déléguer, donc c'est onglet sur l'onglet stake, c'est sur Ethereum, onglet stake. Et l'adresse, c'est ton adresse publique? Ouais, avec chan.et. Avechan.et. Donc comme ça, je vous l'écris. De toute façon, AVH. et là, tous ceux qui se croient hyper malins parce qu'ils connaissaient mon adresse et tout, ils se disent « Mais comment il le dit publiquement ?» Les gars, j'ai 5000 followers. J'ai plus de 5000 followers sur D-Bank. Hein. Vous n'êtes pas les Je viens seuls de à me suivre. Hein. je viens de regarder, ton adresse est classée 46e. Voilà, je suis le 46e mec Il le plus pèse. suivi au monde. Ouais. J'ai pas ton nombre de followers, CM, mais je peux te dire que sur D-Bank, je suis un influenceur. Vous pensiez Ouais. que c'était SBF qui détenait la moula, ben on s'est trompé d'adresse. Non, ouais, c'est vrai que c'est ouf. Mais franchement, des banques, le fonctionnement et tout, c'est vraiment cool. Il y a Zerion aussi qui est vraiment bien. Il y en a quelques autres. Ça, c'est vraiment Zerion, ça a cool. bien qu'ils évolué. ont- Ouais. Vraiment. Ouais. Mais D-Bank, pour l'instant, c'est Zerion, number one. Moi, Zerion, je m'en sers toujours pour les historiques, hein, parce que quand vous avez une adresse et que vous voulez savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à ce que vous avez acheté, ce que vous avez vendu, parce que vous avez fait plein d'achats, plein de ventes, vous avez reçu des rewards, etc. L'historique de Zerion, il est vraiment bien parce qu'il vous fait tout le calcul et il vous dit grosso modo combien vous avez gagné ou combien vous avez perdu. Et ça, c'est un des seuls historiques qu'il fait, quoi. Alors, c'est pas fiable à 100% parce qu'il y a des petits bugs, mais ça reste intéressant, Zerion, pour ça. Si je dis pas de bêtises, peut-être que je me trompe complètement, mais corrigez-moi si c'est le cas, mais je crois que Zerion a été racheté ou a fait un partenariat avec Ledger. C'est ça, non? Je ne l'ai pas vu passer. J'ai Moi, l'impression j'avais- qu'il y a eu un rapprochement entre Ledger et Zerion à un moment, mais je suis pas sûr. Christine Lagarde qui nous dit comment ça s'écrit Zerion, exactement comme tu l'as écrit. Je vous mets le lien directement. C'est zerion.io. C'est un agrégateur de wallet, exactement comme D-Bank et quelques autres. Hein. Par contre, Zerion, ça prend un peu plus de temps, si je dis pas de bêtises, à faire remonter toute la data. Ça peut mouliner quelques minutes en général, quelques Ouais, puis dizaines de secondes c'est à moins minima. précis quand même, hein, en termes d'actifs. Des banques sont très, très Ouais, réactifs. des banques, c'est les meilleurs, hein, clairement. Ouais. Non, apparemment, je vois pas de news sur Zerion et Ledger. Je sais pas pourquoi j'avais ça Non, moi, dans la Ledger, tête. Zerion, je les avais vus Non. sortir un wallet cette année avec une app mobile, mais rien de transcendant non plus. Voilà, quoi. Ils ont peut-être intégré Ledger Live à Zerion. Mais Possible. ouais, non. Bon, excusez-moi. Je commence l'année doucement. Hein. Alors pour Eriazan qui nous demande c'est quoi Zerion des banques, ce sont des outils de management de portefeuille pour voir un peu combien tu as, ce que tu as acheté et pour regarder aussi les portefeuilles des autres. Bien sûr, on parle là de décentraliser. Vous n'aurez pas de compte Binance ou quoi que ce soit dessus, quoi. L'idée, c'est plus quand vous avez un wallet qui est branché sur une chaîne EVM en direct, quoi. Et le lien des banques, bah, c'est debank.com. Donc DEBANK.com. Et eux, les banques, comme une banque, quoi. Comme une banque, quoi. Avec un K. Voilà, c'est ça. Je vous le mets là, comme ça. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Et ça, ça fait partie des outils vraiment Indispensable. indispensables, exactement. Que tout le monde devrait avoir dans sa boîte à outils. Ouais, c'est clair. Je sais pas si vous vouliez aborder un petit dernier sujet pour clôturer tranquillou la soirée ou si dans le chat vous aviez des petites questions pertinentes à nous poser. Qu'est-ce que Rabbit? C'est le wallet qui est lié à des banques. Enfin, c'est des banques qui ont édité leur. C'est développé par des banques et d'ailleurs il y a des news sur Rabi. Rabi, il y avait un truc qui me freinait énormément. C'est le fait que tu ne pouvais pas configurer ton RPC sur Rabi. Ils ont fait une mise à jour, ils ont écouté la communauté et maintenant tu as une petite option dans les settings pour pouvoir connecter Rabi à ton propre nœud. Donc maintenant, c'est clairement ma recommandation totale. C'est-à-dire que si vous êtes débutant dans les cryptos, si vous n'êtes pas un utilisateur avancé, et quand je dis avancé, c'est vraiment que vous aimez trifouiller un petit peu les choses et que vous êtes technique, Rabi, donc c'est rabby.io.
C'est fait par l'équipe de Débank et vous êtes sur le meilleur wallet disponible. Euh, c'est simple d'utilisation. Il vous dit quand vous faites une transaction ce qui va se passer. Donc, il vous alerte s'il détecte que vous interagissez avec un smart contract un peu pourri. Alors, c'est pas parfait, hein, bien sûr, mais c'est 1000 fois mieux. Et quand je dis 1000 fois mieux, c'est 1000 fois mieux qu'une expérience comme MetaMask. Si vous utilisez encore MetaMask, vous le désinstallez tout de suite, enfin, sauf si vous n'avez pas noté votre seed. Donc, vous vérifiez que vous avez noté votre seed ou que vous le connectez à votre ledger, et ça, c'est encore mieux de faire comme ça. Et vous m'installez juste après Rabi, et vous allez voir, vous nous remercierez à la prochaine émission. Ouais. Et pour ceux qui demandent, le tableau des airdrops est potentiellement à peu près à jour. Et puisqu'on parlait de Rabi, je pense qu'il y a des actions qui peuvent être entreprises potentiellement pour un futur airdrop. Alors, rien n'est sûr, mais si je devais avoir un airdrop de Rabi, je minerais mon profil à quoique, je crois que c'était jusqu'à la fin de l'année. Je crois que maintenant, c'est payant. Pour minter son NFT, parce qu'en fait, ils ont lancé un layer 2 pour pouvoir discuter. Donc, en fait, tu peux envoyer des messages à une adresse. Donc, vous pouvez spammer Mac. Ils prennent 20% de frais. Hein. Ça, par contre, laisse tomber, quoi. Donc, en fait, si il y a certains d'entre vous qui ont payé pour m'envoyer un message. Merci beaucoup, mais faites pas ça. Hein. Clairement, non, il n'y a pas besoin. Hein. Vous pouvez m'envoyer un message sur Twitter, je répondrai pas plus ou pas moins sur des banques. Donc, c'est très gentil, hein, mais j'ai pas besoin de vos donations. C'est donné à la chaîne. Et en tout cas, bon, je crois que les NFT maintenant, ils doivent être payants. Genre $90, $96, un truc dans le genre, alors qu'ils étaient gratuits jusqu'à la fin de l'année. Mais pour ceux qui les ont mintés, j'aurais minté le NFT, j'aurais envoyé un message à quelqu'un pour tester un peu leur L2, etc. Et j'aurais fait un petit swap sur leur fonction. Alors, on y va tranquille sur les swaps hein, parce qu'il y a des frais qui sont sympathiques. Mais attention, faire un petit swap moi je ne recommande pas. Ils ont eu un problème de smart contract sur leur fonction swap qui a amené à de la perte de fonds d'utilisateurs. Alors c'était que sur un token et sur une chaîne. Je me souviens plus exactement des détails. Faites attention à vous dans ce genre de truc. Par contre, ce qui est bien, c'est que dans Rabi, vous avez une option pour retirer, révoquer toutes vos autorisations. Et c'est très bien fait. C'est beaucoup plus facile à faire que sur MetaMask. Donc, faites attention avec la fonction swap. Pour l'instant, moi, vu ce qui s'est passé dans le passé, ça m'intéresse pas. Je ne vous le recommande pas d'utiliser. Et donc voilà. Et après, pour les airdrops, ça marche toujours. Il y a toujours aussi le Discord des airdrops où il y a pas mal de. Il y a de la vie. Hein. Il y a quand même. Il y a bien 10 000 personnes qui chassent l'airdrop intensément. Alors, on a la Gougoune qui est core app d'Avalanche. Alors, je le recommande pour une seule chose. Parce qu'il est très bien, mais je le trouve pas supérieur à Frame, qui est mon wallet principal, que je recommande aux gens qui ont un niveau avancé, qui sont un peu techniques, et Rabi, que je recommande absolument à tout le monde. Le core wallet d'Avalanche, ils ont un truc qui est vraiment génial. C'est un petit peu difficile à utiliser avec un ledger, il faut télécharger différentes applications, mais si vous l'utilisez en hot wallet, un truc qui est génial, c'est que c'est la seule manière qui reste de transférer des bitcoins du coup Avalanche, pas Ethereum, et inversement, sans passer par un échange centralisé et sans passer par quelque chose qui fait du KYC. Si vous voulez bouger des bitcoins et les envoyer sur Avalanche, il y a un système de bridge qui vous les transforme en BTC-B. Et après, vous pouvez les échanger contre des WBTC si vous souhaitez ou contre autre chose. Donc, si vous voulez transférer des bitcoins vers l'écosystème EVM, on peut le faire. C'est la toute dernière manière de le faire. Et c'est relativement intéressant. Donc, n'hésitez pas à aller faire vos devoirs de ce côté-là. Et pour moi, c'est la dernière méthode qui existe sans passer par la finance centralisée. Et inversement, il y a Alex Dupe qui demande. Donc oui, vous pouvez convertir du BTC.B de Avalanche en vrai Bitcoin sur la blockchain Bitcoin et inversement dans les deux cas. Alors, SNK qui nous dit XDeFi. XDeFi, c'est très bien, mais je le recommande pour les gens qui font du cross-chain.
C'est-à-dire qu'ils sont sur des blockchains qui ne sont pas dans le standard Ethereum. Donc, par exemple, pour les gens qui faisaient du Solana, pour les gens qui faisaient du Terra Luna à l'époque, ce genre de truc. C'est très, très intéressant là-dessus. Ils ont vraiment cette idée du multi-blockchain world. Le problème, c'est qu'en ce moment, il reste quoi de vivant qui n'est pas Ethereum, la technologie qui n'est pas la technologie Ethereum. Donc j'ai un petit peu plus de mal à le recommander en ce moment parce que j'ai rien à vous recommander en dehors d'Ethereum. Il y a plein qui sont bien en dehors du réseau Ethereum. Il y a des choses intéressantes qui se passent sur Avalanche, il y a des choses intéressantes qui se passent sur Polygon, il y a des choses intéressantes sur BSC, etc. Mais en dehors de cette technologie-là, je ne suis pas au courant de choses qui vaillent le détour. On me demande, Manu, c'est quoi Stratège Protocol, l'âge de l'alpha? Alors, je ne peux pas trop vous en dire, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille et je ne peux que vous inciter à vous connecter au Twitter Stratège Protocol si vous voulez en savoir plus dans les semaines, mois qui viendront. Vous verrez bien. On a la question, envisagez-vous un beau futur pour Link? Alors, on va pas vous parler du prix. Link qui a souffert comme les autres dans le bear market. Ils ont pris cher niveau token, c'est assez violent. Mais il y a des points intéressants et plusieurs narratives qui arrivent cette année. La première chose, c'est le staking qui a commencé, qui va se développer au fur et à mesure. La deuxième chose, c'est les whitelist modules. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, Chainlink subventionner leurs oracles, c'est-à-dire que payent pour Chainlink, les protocoles payent pour Chainlink, mais ils ne payent qu'une fraction du prix réel. Et en fait, la différence, et ça c'était vraiment une stratégie commerciale de Chainlink pour devenir le numéro 1. Ils sont devenus le numéro 1 et aujourd'hui, ils ont écrasé un peu tous leurs concurrents. Mais ils ne peuvent pas travailler à perte indéfiniment, et surtout c'est le bear market. Donc là, ils vont commencer à aller toquer à la porte, ça a déjà commencé chez AV, à toquer à la porte des différents protocoles avec qui ils travaillent, c'est-à-dire tout le monde, et ils vont dire, bon, les gars, maintenant il faut payer. Et en fait, il n'y a pas le choix, parce que c'est les meilleurs du monde. Et en fait, quand tu as bossé dur pendant des années, tu es devenu le numéro 1 en termes de part de marché, et tu es le numéro 1 en termes de qualité, en termes de service, les gens, ils n'ont pas le choix, ils vont caisse. Donc, c'est des choses qui vont prendre du temps, ça va prendre des mois parce que souvent, les protocoles DeFi, quand on dit DeFi, ça veut dire qu'il y a des DAO, donc il va falloir négocier les prix, mais à un moment, il va falloir payer. Donc, je pense que le revenu de Chainlink va exploser en 2023 et avec le staking qui arrive, ce sera probablement un token real yield, entre guillemets, token complètement sous-estimé, qui a été défoncé par le bear market. J'en ai pas encore acheté, mais clairement, c'est rentré dans mon radar récemment. À vous de faire vos propres recherches là-dessus. Pour l'instant, j'en ai 0, enfin très peu, mais ça fait partie des choses qui sont intéressantes pour 2023. Pour GRT, donc The Graph, à ma connaissance, on ne paye pas. Et The Graph, c'est un peu différent parce que c'est un peu du truc front-end. Et je ne vais pas vous mentir, si c'est payant et que c'est cher, a priori, on le fera nous-mêmes. Parce que c'est pas comme un price feed où c'est vraiment un truc critique d'infrastructure. Là, c'est juste de la data que tu mets dans ton front-end. Voilà, c'est une très bonne équipe, The Graph, mais personnellement, c'est facilement remplaçable. Chainlink, c'est irremplaçable. Et ça, c'est vraiment la différence. Et en tant qu'investisseur, faites bien attention à ça. Bon, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. C'était une bonne petite émission, 1h15. On a traité de pas mal de sujets différents. J'espère que voilà, ça vous aura plu comme d'habitude, que vous aurez appris quelques trucs et que ça vous aide à patienter aussi dans ces moments qui sont relativement complexe à traverser puisque, comme d'habitude, le désintérêt du marché crypto est long et pénible et quand on ne sait pas trop où on va, notamment par rapport à cette fameuse récession et tout ce qu'il y a eu depuis 1 ou 2 ans, voilà, c'est toujours assez complexe de se dire que le marché crypto pourrait nous refaire un énième cycle, un peu comme il nous l'a fait précédemment. Donc, on continuera de regarder tout ça ensemble. Comme d'habitude, vous aurez le replay qui est dispo sur Twitch juste après quand on coupe et du côté de YouTube probablement demain, à part s'il se passe autre chose de croustillant, mais en ce moment, c'est plutôt calme.
On vous souhaite une très bonne soirée. Merci Marc et Manu d'avoir été là. On vous re-souhaite très bonne année et merci à ceux qui ont subs en cours de route qu'on n'aurait pas tout simplement remercié. Et on vous souhaite une très très bonne soirée. À plus. Ciao, Plus ciao. tout le monde, bonne année.